Bonjour et bienvenue à ce 7e webinaire de la vitrine technologique sur l'agriculture commerciale sur les toits. Je me présente, je m'appelle Marie-Josée Bézina et je suis agronome et coordonnatrice pour le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Cette vitrine a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec à travers son programme Innovation. Dans le cadre de cette vitrine, 7 webinaires ont été présentés avec des thématiques très différentes, des thématiques qui touchent les opérations d'une entreprise agricole sur les toits, comme par exemple la pérennité des substrats, les équipements et le matériel spécialisé, la présence de serres sur les toits ou encore les données technico-économiques d'une ferme maraîchère en haute densité. Aujourd'hui, nous allons discuter des bienfaits et des enjeux d'une ferme sur les toits. Pourquoi devrions-nous rendre disponibles les toitures en milieu urbain pour la mise en place de sites de production agricole? Et quels sont les avantages du point de vue d'un promoteur ou d'un propriétaire immobilier? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le laboratoire sur l'agriculture urbaine est fier de présenter ces webinaires qui regroupent des producteurs et des productrices, des chercheurs, ainsi que des professionnels de l'industrie. Tous et toutes viennent partager leurs connaissances acquises au cours des dernières années. Depuis 2016, le laboratoire sur l'agriculture urbaine gère la ferme expérimentale du Palais des Congrès, qui est située sur le toit du 5e étage de ce bâtiment au centre-ville de Montréal. Au cours des 6 dernières années, nous y avons expérimenté plusieurs techniques et technologies agricoles, comme la production en contenant, la production verticale ou hydroponique, différents essais de cultivars ou encore essais sur la valorisation de résidus organiques. La ferme du Palais des Congrès nous a permis d'accroître nos connaissances sur un modèle de ferme, on doit bien se le dire, très atypique. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos 3 conférencières aujourd'hui. Pascale Nitz, conseillère au maillage des fermes urbaines pour le programme Montréal Culteur. Héloïse Coltuc, conseillère senior en économie circulaire pour le laboratoire sur l'agriculture urbaine, ainsi que Femke Bergsma, coordonnatrice de l'écoquartier de la Chine. À noter que la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée et elle sera rendue disponible sur notre site, notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Et de même, je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation sur la portion clavardage et nous allons y répondre à la toute fin. Sur ce, je leur laisse la parole et je vous souhaite une belle présentation. Merci Marie-Josée pour cette présentation. Donc, mon nom est Pascale Nick, je suis conseillère au maillage des fermes urbaines pour le programme Montréal Culteur. C'est un programme porté par le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes pour accueillir une ferme urbaine sur votre toit et les avantages. Donc, Montréal Culteur en bref. Donc, notre mission est vraiment de soutenir le développement de l'agriculture urbaine, commerciale et d'économie sociale à Montréal, et ça en offrant des services d'accompagnement, d'incubation et de maillage. En quelques mots, notre raison d'être, c'est vraiment de faciliter l'accès à des espaces. Donc, on parle ici de toits, mais aussi d'espaces intérieurs et de terrains pour les producteurs agricoles urbains, entre autres d'accompagner et d'outiller les porteurs de projets et pour assurer leur viabilité, ainsi que de créer et partager des outils afin d'inspirer le développement de nouveaux projets et le démarrage de ces derniers. Donc, pour un promoteur qui est intéressé à accueillir une ferme urbaine sur son toit, il y a multiples façons d'y arriver, mais il y a les étapes principales sont, après avoir choisi en fait son toit, il faut qualifier cet espace-là. Pour ce faire, il faut regarder, il faut que je vienne visiter l'espace pour voir certaines spécificités techniques qui sont qu'on a besoin en fait pour les espaces. Et par exemple, s'il y a une bonne capacité portante pour votre toit et s'il n'y avait pas nécessairement de réponse à cette question, nous pouvons réaliser des études de faisabilité qui nous permettent de savoir si le toit peut être qualifié pour recevoir une ferme urbaine. Quand ces deux étapes sont réalisées, donc l'espace est qualifié et qu'il est
une étude de faisabilité a été faite, on peut passer à l'étape suivante qui est le maillage. Le maillage, en gros, c'est de mettre en relation le propriétaire ou gestionnaire immobilier avec des fermes urbaines qui se cherchent un espace de production. Quand, dans ces deux cas, se sont rencontrés et qu'il y a finalement un match, Montréal Culteur peut aider à faciliter les étapes d'établissement de la ferme, ce qui veut dire qu'on va être là, Montréal Culteur va être présent pour l'élaboration de l'entente d'occupation et va aussi aiguiller, en fait, vers les bonnes ressources si nécessaires. Donc, on peut parler des ressources professionnelles telles que les ingénieurs, architectes, professionnels juridiques, mais aussi au niveau des permis et des besoins législatifs. Donc, on peut parler de demandes de permis nécessaires dans différents arrondissements de Montréal. Et ensuite, bien sûr, à la promotion du projet quand il y a maillage réussi. Donc, j'ai parlé de la qualification d'un toit. Ce toit peut être autant existant qu'à construire. Quand on parle de spécificités techniques, c'est des critères qui sont souhaitables, en fait, pour les fermes urbaines. Donc, on va vraiment voir, c'est des lignes directrices pour nous aider à, en fait, pour aider les fermes, en fait, à trouver des bons espaces qui sont représentatifs de leurs besoins. Donc, on va souvent parler pour des fermes d'agriculture urbaine, commerciale et d'économie sociale. On va regarder pour un minimum de environ 2000 mètres carrés. Ça, c'est vraiment dans le but pour que ça soit rentable à long terme. On recherche aussi également un toit plat avec une bonne capacité portante. Donc, il faut s'assurer que le toit a suffisamment de portance pour soutenir autant la neige que les extras de terre et d'eau. Il faut aussi avoir accès à de l'eau, à de l'électricité, ou s'il n'y en a pas de sortie d'eau ou de sortie d'électricité, de pouvoir en rajouter, comme aussi la même chose au niveau des drains. Mais souvent, la plupart des toits sont déjà équipés à ce niveau-là. Il y a aussi il faut s'assurer que le toit n'ait pas trop d'émergence technique. Quand je parle d'émergence, un exemple serait des climatiseurs et que le toit soit quand même relativement comme libre, en fait, de ce genre d'émergence-là pour permettre vraiment de maximiser l'espace et permettre à la ferme de vraiment pouvoir se déplacer, de ne pas empêcher les opérations au quotidien. Un autre aspect qu'on oublie peut-être un peu des fois, c'est que il faut que votre toit, s'il y a déjà tous ces aspects-là qui sont déjà sur place, il y a aussi l'aspect il faut que ça soit facilement accessible et de façon sécuritaire. Fait que dans l'idéal, le mieux pour accéder au toit, ça serait un monte-charge, un ascenseur, mais si ce n'est pas le cas, un escalier intérieur qui monte du dernier étage du bâtiment jusqu'au toit peut être aussi tout à fait adéquat pour les fermes. Il faut juste se souvenir que souvent, les fermes ont besoin de l'accès au toit au quotidien et donc, il faut vraiment que ça soit fait de façon le plus sécuritaire possible. Il faut vraiment que l'espace soit sans contrainte, propre et que vraiment, il n'y ait pas des allers-retours continus pour d'autres activités sur cet espace-là. Et aussi, dernier petit détail, il faut qu'il y ait une bonne période d'ensoleillement. On passe souvent un minimum de 8 heures. Et ça, c'est pour vraiment rendre c'est vraiment pour maximiser, en fait, la croissance des plants sur le toit. Donc, on essaie d'éviter d'être entouré de grands bâtiments qui font de l'ombrage sur la surface de culture. Alors, pour les propriétaires, pourquoi accueillir une ferme urbaine? C'est toujours une question qui revient de façon assez courante, mais c'est sûr qu'un espace sur toi, c'est souvent un espace qui est un peu perdu, qui est laissé qu'on ne pense pas nécessairement à prendre ou à utiliser. Et donc, d'avoir une ferme sur ce toit-là permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée au bâtiment qui permet autant pour les locataires du bâtiment que pour les employés. Donc, on peut parler de la création de synergie au sein du bâtiment et aussi dans tout l'environnement, tu sais, dans le quartier
quartier en créant, en stimulant l'économie locale et aussi comme un espace d'avoir de la verdure sur le toit permet un espace de détente, mais aussi d'avoir accès à des produits maraîchers, des denrées alimentaires fraîches. Ça permet aussi, dans certains arrondissements, la législation exige d'avoir un pourcentage de verdissement sur ces espaces-là. Alors, pourquoi pas, à la place de le voir comme une exigence, mais de le voir comme une opportunité d'avoir un espace vert qui est maraîcher, entre autres, et donc de devenir leader dans le secteur à ce niveau-là. Ça permet aussi un beau rayonnement de ces initiatives-là et de permettre en fait vraiment une belle visibilité pour l'entreprise, votre entreprise, à ce niveau-là. Et donc aussi, et je laisserai plus ma collègue Héloïse en parler plus tard, mais vraiment de réduire votre empreinte environnementale, notamment autant pour le quartier, mais aussi pour votre bâtiment. Et donc, je terminerai ma partie en montrant quelques exemples de toits maraîchers. Donc, vous pouvez déjà voir la photo présente ici. C'est le toit de la centrale agricole où nous avons des vignes sur toit, mais nous pouvons aussi montrer la prochaine photo avec le toit dont Marie-Josée venait justement de parler. C'est le toit maraîcher du Palais des Congrès de Montréal qui se situe dans l'arrondissement de Ville-Marie. Donc ici, nous avons une photo de la production qui est faite par le laboratoire sur l'agriculture pour tester différentes techniques de culture. Un autre exemple qui est plus, qui n'est moins comme précédemment, qui est plus fait en pot ou en vertical. Ici, nous avons l'exemple de la ligne verte, qui a un toit maraîcher qui est en sol sur toit. Donc, vraiment, on fait la culture directement en sol, mais sur un deuxième étage. Donc, il se situe dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au-dessus de l'épicerie IGA du Chemin. Et ici, vraiment, les aliments qui sont cultivés sur le toit sont directement vendus dans l'épicerie en bas. Donc, on ne peut pas avoir plus frais ou plus local. Pour montrer différentes autres options, on parlait du maraîchage, bien sûr, de fruits et légumes, mais on peut parler aussi de fleurs. Ici, on a la ferme florale Fleurs en Ville qui cultive, comme on voit dans la photo de gauche, autant sur des espaces en fait en terre à l'île Bizarre, mais elle cultive depuis quelques temps sur les toits aussi de Montréal. On voit ces plants de tulipes qu'elle cultive à la centrale agricole, sur le toit de la centrale agricole, devrais-je dire. Et de plus récemment, à l'Esplanade Tranquille, dans Ville-Marie, où elle cultive en terre, mais sur toit. Donc, des beaux bouquets de fleurs qui viennent dans les mois d'avril et mai. Et pour terminer, un autre exemple de fleurs, mais cette fois-ci de fleurs comestibles. Donc, Pousse-toi Montréal, qui se situe sur un toit de l'arrondissement Hochelaga. Et donc, ces fleurs sont vendues pour des restaurants et pour mettre un peu de couleur dans nos assiettes. Donc, je vous remercie et je laisserai la parole à Marie-Josée. Merci Pascal. Merci Pascal, très intéressant. Alors, on va poursuivre avec Héloïse qui va venir nous parler d'économie circulaire. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Héloïse Koltschuk, je suis conseillère en économie circulaire au laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc, dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse à toutes les ressources qui sont gaspillées ou sous-utilisées en ville et qui pourraient être réutilisées ou réemployées dans des projets d'agriculture urbaine. Donc, vous pouvez visiter le site internet valorisonsmtl.ca pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir dans quelle mesure accueillir une ferme sur son toit permet de contribuer à une économie circulaire. Et puis voir en quoi cela peut constituer un avantage, notamment économique, en écho notamment avec ce que disait précédemment Pascal. Alors d'abord, oui, merci Florence, une petite définition de l'économie circulaire pour s'assurer que tout le monde sache de quoi l'on parle. Puisque quand on entend économie circulaire, parfois
on pense à tort que ça concerne simplement le sujet des déchets ou le recyclage. Alors non, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui s'envisage de manière systémique. L'idée, c'est de sortir d'un modèle linéaire où l'on extrait, on produit, on consomme, on jette, pour aller vers un modèle où on va d'abord repenser les activités pour réduire la consommation des ressources et préserver les écosystèmes qui les génèrent. Donc, on parle vraiment d'une réduction à la source. Ensuite, c'est à droite du schéma que vous avez devant vous, l'idée, c'est d'optimiser les ressources qui sont déjà en circulation sur le marché. Alors, comment on fait ça? D'abord, on peut utiliser les produits plus fréquemment. Louer plutôt qu'acheter, c'est cette notion d'économie de partage, économie collaborative, économie de la fonctionnalité. On peut aussi prolonger la durée de vie des produits en circulation. Donc là, on parle de stratégies telles que la réparation, le reconditionnement, le réemploi. Puis seulement quand on a bien fait tout ça, on va donner une nouvelle vie aux ressources par le recyclage notamment, le compostage. On parle aussi d'écologie industrielle, où les rejets des uns deviennent des matières pour les autres. L'objectif, c'est toujours d'éviter le gaspillage et de préserver, maximiser l'utilisation des ressources qui, comme on le sait, sont limitées. Donc, favoriser l'économie circulaire pour une entreprise ou pour un organisme, donc c'est bien sûr faire sa part, contribuer à réduire l'épuisement des ressources naturelles, participer à la transition socio-écologique, mais aussi c'est certainement une stratégie gagnante économiquement, puisque adopter une vision économie circulaire peut entraîner une baisse des coûts de gestion, sécuriser vos approvisionnements, diminuer votre empreinte énergétique, à vous apporter des gains d'efficience, et c'est aussi, on le verra, un levier d'innovation. Donc, pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons voir dans quelle mesure un toit maraîcher est un bon outil justement pour s'inscrire dans une économie plus circulaire. Et on va explorer ressource par ressource les impacts d'un toit maraîcher. Parfait. Donc d'abord, accueillir un toit maraîcher va vous permettre de réduire votre consommation d'énergie. Au Canada, 11% de la consommation énergétique provient des immeubles institutionnels et commerciaux. C'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre après le secteur de l'agriculture et des transports. Donc au Québec, si l'hydroélectricité est bien développée, on le sait, il n'existe pas vraiment d'énergie propre. Et au rythme actuel, le Québec manquera probablement d'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est un pronostic qui est confirmé par une récente étude publiée par la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. La PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, le répète souvent, il faut s'attaquer à l'efficacité énergétique et elle parle même de l'importance de la sobriété énergétique. Donc, en quoi les toits maraîchers peuvent aider le secteur du bâtiment à réduire et optimiser la consommation d'énergie? Alors, d'abord, le toit permet une meilleure isolation thermique. On parle de moins de perte de chaleur en hiver et moins de besoin de climatisation en été. Alors, c'est sûr que ça dépend du type de toit, si c'est un toit extensif ou intensif, ça dépend de l'épaisseur du substrat. Mais de manière générale, un toit végétal a un effet de régulation thermique. 25 à 30% des déperditions de chaleur d'un bâtiment ont lieu sur son toit. Donc, une meilleure isolation par un toit maraîcher va permettre moins de dissipation de la chaleur par le toit et donc diminuer les besoins en chauffage l'hiver. En été, c'est plutôt l'effet albédo qui va jouer, le fait que la lumière solaire va être davantage réfléchie par les végétaux par rapport à un toit gris qui va vraiment absorber la chaleur. Donc, la température dans l'immeuble va avoir tendance à être inférieure et vous pourrez économiser des frais d'énergie sur la climatisation. À l'échelle d'un quartier, plus largement, avoir un toit végétal peut aider à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Les îlots de chaleur urbains, vous savez, c'est ces microclimats en ville où la chaleur est plus importante, notamment à cause d'une forte minéralisation. Donc là, les végétaux vont permettre de rafraîchir les quartiers.
Puis ensuite, on peut parler d'initiatives plus spécifiques qui impliquent notamment des serres, puisqu'un toit maraîcher peut être agrémenté d'une serre. On peut imaginer utiliser ces serres comme de vraies infrastructures énergétiques. C'est le cas notamment de la serre Symbiose. C'est un projet qui se tient à Nantes, en France. Là, l'idée, c'était d'exploiter le potentiel de captation d'énergie solaire de la serre pour préchauffer l'eau sanitaire de l'immeuble. Donc, c'est un immeuble HLM et l'eau est chauffée grâce à la récupération de chaleur que permet la serre. On pourrait aussi imaginer des synergies entre des centres de données, ces infrastructures qui émettent beaucoup de chaleur, qui permettent d'être récupérées pour chauffer des serres. Donc, ça se traduit par des économies d'énergie pour le bâtiment, mais aussi pour la serre. Donc, on peut passer à la slide suivante. Maintenant, je vous propose de voir dans quelle mesure un toit maraîcher peut permettre d'optimiser l'espace foncier. En ville, chaque mètre carré compte. À Montréal, le loyer des bureaux continue à augmenter. Et comme le disait précédemment Pascal, il s'agit de valoriser au maximum en fait, les surfaces disponibles. Puis, c'est encore mieux si on peut rendre ces espaces fertiles en les dédiant à de la production alimentaire en ville. Alors, les toits peuvent être considérés comme des ressources gaspillées qu'il conviendrait de mieux optimiser. Donc, en fonction des acteurs concernés, on peut avoir des considérations différentes. Pour les agricultures urbains, par exemple, les toits peuvent représenter de nouvelles zones agricoles à investir, alors avec des caractéristiques particulières qui demandent certes parfois de l'adaptation, mais offrent aussi des avantages. A priori, sur un toit, on va avoir plus de chances d'ensoleillement en ville qu'au sol. On va aussi avoir un espace potentiellement plus protégé du vandalisme. Pour les usagers du bâtiment, c'est un accès à un espace vert. Si on parle d'une entreprise, pour les salariés, il s'agit d'un meilleur environnement de travail. Puis enfin, pour les promoteurs, c'est indéniablement un espace qui va valoriser l'immeuble, qui va permettre aussi une mixité d'usages. À Montréal, on peut citer l'exemple du promoteur Prével, qui, sur son projet immobilier de l'Esplanade Cartier, donc c'est un projet immobilier au pied du pont Jacques-Cartier, a choisi d'implanter 2 toits maraîchers. Donc, l'un de ces toits est d'ailleurs amené à devenir un jardin communautaire. L'idée, c'est vraiment de constituer un dialogue entre les usagers du bâtiment et le monde extérieur, en rendant donc les toits accessibles à la communauté. Donc ici, ça se traduit par une valorisation évidemment monétaire de cet espace, ça peut être un revenu de location, mais aussi une belle image de l'immeuble grâce à ce toit. Ensuite, avoir un toit maraîcher va vous permettre d'économiser l'eau. Alors, c'est sûr qu'au Québec, l'eau est souvent vue comme une ressource infinie. Pourtant, le territoire connaît aussi des enjeux de sécheresse et de qualité des eaux. Surtout en ville, l'enjeu, c'est que le traitement des eaux coûte très cher, il est énergivore et pas toujours efficace. On le sait, avec l'imperméabilité des sols, on a des gros problèmes de ruissellement des eaux, notamment lors de fortes pluies qui peuvent causer des surverses, des inondations, la déportation de pollution dans le milieu naturel, parce que le tout a l'égout à ses limites et parfois ça déborde et ça finit dans le Saint-Laurent. Donc, le secteur des bâtiments peut aider dans une meilleure gestion des eaux grâce à l'implantation d'un toit maraîcher. Le toit maraîcher va permettre naturellement de retenir l'eau de pluie qui sera absorbée par des substrats de croissance et les végétaux. L'eau qui ne sera pas retenue par la toiture va devoir traverser les différentes couches du toit végétalisé avant son évacuation. Donc, ça va vraiment en ralentir son parcours et aider à la gestion municipale des eaux de ruissellement. On peut aussi imaginer mettre sur le toit un dispositif de récupération d'eau de pluie pour permettre d'avoir un réservoir supplémentaire pour l'irrigation des cultures.
Puis aussi, on peut aller plus loin et recycler les eaux grises du bâtiment. Donc, les eaux grises, c'est les eaux usées, mais peu polluées, qui peuvent être affectées à l'irrigation d'un toit après une purification. Donc, pour citer à nouveau un exemple, le bâtiment de l'Esplanade Tranquille dans le quartier des spectacles à Montréal peut se targuer d'une gestion durable de l'eau grâce à son toit maraîcher. En fait, l'eau de pluie et l'eau d'irrigation est récupérée donc, par le toit pour servir ensuite à irriguer des arbres qui se trouvent au rez-de-chaussée. Ce qui est intéressant aussi dans cette initiative, c'est que le tout est monitoré par des instruments qui permettent d'ajuster la quantité nécessaire à l'irrigation, puisqu'au final, trop d'irrigation pourrait avoir l'effet inverse et déverser trop d'eau. Donc ici, les avantages ne vont pas être sur l'eau économisée, puisque c'est une ressource qui coûte pas grand-chose en ce moment en tout cas. Mais mener une telle initiative, ça va peut-être ouvrir le droit à certaines subventions, certains labels. Donc, je pense par exemple à la certification LEED, qui certifie les bâtiments à haute qualité environnementale. Dans le cadre de cette certification, une gestion efficace de l'eau doit être considérée pour l'obtention de cette certification. Également, la mise en place d'un tel toit est valorisée par les pouvoirs publics. Hein, on l'a dit, ça aide à la gestion municipale des eaux. Alors, plusieurs endroits dans le monde mènent des programmes d'allègement fiscaux pour les immeubles, les propriétaires qui ont mis en place un tel toit. À Montréal, on peut citer par exemple le programme Bâtiments industriels durables. Alors oui, les toits peuvent aussi être utiles pour réduire vos matières organiques et réduire les déchets. Alors encore quelques petits mots de contexte. La production de déchets ne cesse d'augmenter. Malgré les différentes mesures qui se mettent en place, la gestion des déchets au Québec ne s'améliore pas vraiment. Là encore, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un récent rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement qui fait l'état des lieux de la gestion des résidus ultimes et confirme donc ce triste constat. Pourtant, c'est un tiers de nos poubelles qui sont constituées de matières organiques. Les matières organiques représentent 60% des matières qui sont envoyées en enfouissement. Or, c'est donc une matière qui pourrait tout simplement, naturellement, retourner à la terre. Et les toits maraîchers peuvent constituer des débouchés pour cette matière organique. Alors, les matières organiques peuvent permettre d'enrichir le sol et les substrats. On peut introduire des matières organiques directement ou après un processus de compostage. Ce qui est intéressant ici, c'est que les matières organiques en question peuvent provenir de l'immeuble lui-même. C'est le cas, par exemple, de la centrale agricole où les résidus organiques produits par les membres sont compostés sur place et ce compost est utile pour enrichir les cultures situées sur le toit. On peut aussi citer une expérimentation qui a eu lieu sur le Palais des Congrès, portée par le laboratoire sur l'agriculture urbaine, qui consiste à reconstituer des substrats de culture à partir de résidus urbains. Enfin, je voulais terminer en apportant le point que accueillir un toit maraîcher peut être l'opportunité de développer des services ou des commerces en circuit court. Donc, l'idée, c'est toujours de connecter les activités du toit avec les activités du bâtiment qui l'accueille. Donc, Pascal citait précédemment l'exemple de l'IGA du supermarché du chemin et son toit maraîcher, avec la création de la marque Frais du Toit. Hein, donc, les légumes qui poussent sur le toit sont vendus directement dans le supermarché au rez-de-chaussée. Puis, je suis aussi tombée sur l'exemple de cette entreprise japonaise, Pasona. Donc, c'est une entreprise corporate de RH qui n'a
a priori rien à voir avec l'agriculture urbaine initialement, mais qui a décidé de faire de ces locaux de bureau, une véritable ferme urbaine, alors avec des cultures indoor et aussi avec un toit vert. Donc, les produits sont servis à la cafétéria pour les employés. Puis, c'est surtout l'opportunité de team building avec les employés qui donc vont faire des récoltes de riz pendant leurs 5 à 7. Les images sont assez impressionnantes. Alors, je vous invite à aller voir. Et puis, pour un exemple plus local, il ne s'agit pas d'un toit maraîcher, mais Ubisoft, par exemple, a des ruches sur son toit et achète ce miel pour les employés, puis organise des activités de team building avec les employés en lien avec ce qui se passe comme production agricole sur le toit. Donc, pour conclure, vous l'avez compris, accueillir un toit maraîcher, c'est vraiment de multiples opportunités de synergie au sein du bâtiment lui-même. On parle d'échanges thermiques, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi récupérer du CO2 pour enrichir l'air d'une serre, par exemple. On peut récupérer l'eau, valoriser de la matière organique. Mais on remarque que plusieurs des impacts des toits végétaux sont aussi ressentis à l'échelle urbaine, à l'échelle du quartier. On parle d'amélioration de la qualité de l'air, de l'embellissement paysager, de la lutte contre les îlots de chaleur et le développement de circuits courts, voire extra-courts. Donc, ces impacts positifs contribuent à favoriser l'économie circulaire et peuvent indéniablement se traduire par des économies de coûts, une image de marque et de belles innovations. Voilà, merci. Merci, Héloïse. Merci, c'était très intéressant. Je passe donc la parole maintenant à Femke de l'écoquartier de la Chine. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez invité pour parler de notre travers. C'est ça, moi je suis Femke Bertin, je suis la coordonnatrice de l'écoquartier à la Chine. On peut aller tout de suite à la prochaine diapo, en fin de compte. Je vais vous présenter brièvement où je travaille. Je travaille au GRAM. Donc, le GRAM, c'est le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement. Et on est situé à la Chine, nos bureaux sont situés à la Chine. Et un de nos mandats, c'est donc de donner le programme Écoquartier à la Chine. Mais on a d'autres activités aussi. Notre mission, c'est de créer des collectivités résilientes dans un environnement sain et durable. Donc, on fait ça via le travail dans 3 pôles. On a un pôle d'éducation et de sensibilisation. On fait énormément d'ateliers dans les écoles, notamment autour des gaz à effet de serre, le programme carbone scolaire, c'est super intéressant. On a aussi des programmes de cyclistes avertis, puis j'en passe. On fait aussi de l'influence auprès des décideurs, notamment en créant des mémoires ou en participant à des consultations. On travaille notamment auprès de la Régie de l'énergie. Puis, on fait de l'intervention directe sur le terrain. On a un département de verdissement très impressionnant. On plante énormément d'arbres dans l'ouest de l'île de Montréal, au terrain privé et aussi au terrain résidentiel, notamment aussi avec le programme Un arbre pour mon quartier qu'on fait via l'écoquartier. Et l'autre intervention directe sur le terrain, c'est bien sûr le programme Écoquartier. Donc, nous, on fait de la sensibilisation des résidents. On fait plein d'activités, des conférences, des ateliers et des opérations de nettoyage. Et on a des jardins collectifs qu'on accompagne. Et là, j'arrive sur mon toit. Alors, voici. Nous, on est logés à la Chine dans un bâtiment très spécial. Je pense qu'on peut aller maintenant à la prochaine diapo. Un peu d'historique alors. On se poursuit. Merci Florence, encore. Donc, c'est ça notre bâtiment. C'est le regroupement de la Chine. C'est un projet qui a commencé en 2009. C'est un regroupement de plusieurs organismes communautaires qui sont mis ensemble pour habiter un bâtiment dans l'est de la Chine, un quartier assez défavorisé. C'est en fin de compte, c'est un ancien IGA qu'on a reconverti en bâtiment écologique. On avait 7 organismes au départ qui ont pris part dans ce beau projet. Et le GRAM en faisait partie, puis le GRAM a bien poussé pour que ça devienne vraiment un bâtiment plus écologique possible. Donc, avec de la géothermie, entre autres, une meilleure isolation,
des nouvelles fenêtres. Et puis, on a vraiment réutilisé aussi beaucoup de matériel qu'on a récupéré sur le site. On a détruit un ancien entrepôt pour installer une garderie pour enfants. Puis, on a installé donc sur ce bâtiment-là un toit vert. Le toit, en fin de compte, il y a trois parties qui se divisent en trois parties. On a une partie qui est restée telle quelle, une partie qu'on a convertie en toit vert, puis une partie qui est toit blanc. Alors, on a vraiment comme une espèce de vitrine, qu'est-ce qu'on peut faire sur un toit. Et pour faire le toit vert, mais on a dû renforcer le bâtiment, donc il y a eu une installation de poteaux et tout ça, toute la chose. Oui, la création, merci Florence, on va y arriver. D'ailleurs, sur la photo précédente, je veux juste vous faire remarquer que vous voyez l'escalier, mais ça, notamment, c'est la grande escalier qui a été installée pour avoir l'accès au toit. Et ça, c'est durant l'inauguration 2013. On a donc pu finalement inaugurer le toit vert. Le bâtiment a été pris ça a commencé, on a commencé à l'habiter en partir de 2011, mais en 2013, finalement, le toit a pu être ouvert au public et ça a été vraiment finalisé. Donc, là, on va aller aux prochaines diapos. Donc, pour la création du toit vert, ça prend plusieurs étapes. Nous, c'est sûr que c'est pas un 2000 mètres carrés qu'on a. On a à peu près, peut-être, je fais un petit calcul rapide, presque 500 mètres carrés qui a été verdi. Donc, ça a commencé comme ça, un toit plat très ordinaire. Ensuite, on installe une barrière étanche suivi d'une espèce de egg crate, comme des plastiques à trous pour retenir l'eau, et ensuite un géotextile par-dessus. Donc, vous voyez déjà, c'est la surface. Puis, on a fait une grande terrasse aussi qui se promène entre deux parties parce que le toit, il a deux parties distinctes. On va aller à la prochaine diapo. Donc voilà, ça c'est donc après le géotextile, mais il y a le substrat qui est arrivé. Donc un substrat léger qui est adapté pour l'usage sur les toits, qui a des petites roches très légères dedans qui font que ça c'est pas trop lourd. Et ensuite, bien sûr, ben, vous voyez en bas, c'est la première installation des plantes en novembre 2012. Ils ont commencé à planter des plantes sur le toit. J'ai aussi mis une photo de la façade est de notre bâtiment parce que ça aussi, ça faisait partie des choses écologiques qu'on a faites. On a fait un mur vert. Maintenant, les plantes grimpantes couvrent la mur au complet. Puis, on a aussi enlevé un morceau de trottoir tout le long du bâtiment pour aussi planter des choses. Ici, vous voyez juste des gazons, mais maintenant, c'est plein d'arbustes et d'arbres fruitiers. Ça fait une petite plate-bande comestible qu'on a mis là. Alors, sur la grande photo, vous voyez donc la partie intensive du toit. C'est ça, la partie intensive, on a à peu près 18 cm de substrat. C'est d'une surface de 195 mètres carrés. Donc, ça, c'est d'un côté de la terrasse. Puis, de l'autre côté de la terrasse, que vous voyez moins, il y a juste 4 cm de substrat. Puis là, c'est une partie donc extensive où il y a juste des plantes de sédum qui poussent. Donc, c'est ça les deux parties. On a voulu faire une espèce de vitrine de tout ce qui est possible sur un toit. Et c'est parce que notre toit, comme je disais, elle est vraiment pas assez grande pour vraiment faire une ferme. Elle a plus une fonction éducative qu'une fonction de production. Ça n'empêche pas qu'on fait quand même un beau petit potager sur ce toit-là. On peut aller à la prochaine diapo. Donc là, les usages, je vais vous présenter. Voilà, ça c'est donc une photo où on voit bien la totalité du toit. Ça, c'est en 2015. On a passé dans toutes sortes d'étapes sur ce toit-là. C'est très intéressant. Vous voyez donc à gauche la partie extensive. Là, c'est à l'automne. Donc là, les plantes sont un peu rouges. C'est vraiment joli quand ça arrive. On a les terrasses au milieu avec le gazebo. Très important. Il fait chaud sur notre toit. On a du soleil justement à journée longue. Et donc, c'est bien apprécié d'avoir un petit toit. C'est un toit donc, qui sert d'abord pour les occupants du bâtiment. Tous les locataires du bâtiment ont accès au toit pour y aller luncher, pour aller tenir des réunions, faire des activités avec leurs partenaires.
C'est aussi un toit que les gens peuvent louer. Donc, si les citoyens sont intéressés à faire une activité sur notre toit, ils peuvent le louer pour cela. Et on fait des visites. On fait des visites de notre bâtiment et de notre toit parce que comme c'est un bâtiment écologique, même si on n'est pas certifié LEED, c'est quand même très intéressant à visiter avec le système de géothermie, les différentes installations en bas, puis le toit vert qui est très apprécié aussi pour la visite. On a des étudiants de l'UQAM qui viennent régulièrement. On a aussi parfois des activités avec des entreprises. Donc, puis qui viennent par exemple faire une opération de nettoyage sur le bord de l'eau, puis ensuite on inclut une petite visite du toit pour finaliser leur activité. C'est toujours c'est bien apprécié. Il y a des écoles qui viennent le voir, des enfants lors du camp de jour ou lors d'un cours spécifique. C'est ça, on a beaucoup de visiteurs. Et donc, à droite, vous voyez la partie où se trouve aussi le potager. Là, c'est vraiment pas très clair parce qu'à ce moment-là, on avait encore la partie potager était au milieu, elle est assez petite, puis on avait beaucoup de vivaces, des herbacées, des fleurs, des arbustes sur les autres parties. Ça a beaucoup changé avec le temps. Si vous voulez aller, je pense que vous pouvez aller à la prochaine diapo. Là, c'est aujourd'hui. Donc, ça, c'est de cet été. Nous avons, c'est en fin de compte, j'ai pris une petite initiative moi-même quand je suis arrivée c'est vraiment le toit, ça a été mon coup de cœur, puis j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Puis on a entre autres décidé de mettre, là, en fin de compte, de notre point de vue, c'est la partie que j'ai installée pour les pollinisateurs. Donc, on a décidé de récupérer les arbustes et de toutes les mettre d'un côté. Puis l'autre côté, pour que la partie que vous regardez, donc ça, c'est vraiment le potager maintenant. Donc, le potager a pris un peu plus de place, je dirais 2/3 à peu près, donc de la partie intensive est maintenant en potager. Et 1/3, c'est donc la partie pour pollinisateur qui est plus sauvage avec des fleurs et des arbustes. Et c'est donc un jardin collectif. Ça veut dire qu'on a des bénévoles qui viennent jardiner avec nous et qui partent avec les récoltes du toit. Ce sont des récoltes, somme toute, assez modestes, peut-être une centaine de kilos qu'on récolte sur le toit par année. Mais on plante de tout, on plante des tomates et on plante des racines un peu moins. C'est sûr que 18 cm de substrat, ça ne permet pas énormément de légumes racines. Donc, également, dans les smart pots, on ajoute toujours une vingtaine de smart pots aussi sur la terrasse et à côté. Puis, on crée des petites buttes justement pour avoir un petit peu plus de profondeur pour les plantes. On a fait énormément de fraises. Donc, en avant-plan, vous voyez les rangées de fraises. À un moment donné, on avait 6 rangées de fraises. Il y a eu un animateur horticole qui voulait faire une expérience avec 6 variétés de fraises différentes. Alors, c'était très intéressant. Là, on avait beaucoup de fraises, par exemple. On en avait des grandes récoltes. Là, il nous reste 3 rangées. C'est ça, ça donne quand même encore beaucoup de fraises. On a donné un peu de fraises à la marché ambulante à la Chine. On a un petit marché ambulant à la Chine, donc on avait notre surplus de fraises est quand même allé chez eux. Mais c'est pas commun qu'on donne des légumes, qu'on a trop de légumes et qu'on va les donner. Ça arrive de temps en temps. Les topinambours aussi, on en a donné. Mais ça, c'était plus en bas dans la plate-bande. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, oui, ben, comme Héloïse disait, donc l'avantage de ce toit, ben, outre de sa fonction éducative, et que c'est vraiment joli, et que tout le monde l'adore, c'est qu'elle retient jusqu'à 15 700 litres d'eau par année pour que c'est de l'eau pluviale qui ne va pas dans les égouts. C'est sûr que c'est un quartier où il y a un grand besoin de verdure. C'est pas beaucoup de verdure, donc on a vraiment diminué l'îlot de chaleur qui se trouve dans ce quartier-là en ajoutant ce toit. Puis on a diminué la facture énergétique à peu près de 40% du bâtiment avec le toit et les autres mesures qui ont été installées. Voilà, on a un système d'irrigation, ça c'est très nécessaire, on n'échappe pas parce que ça devient très sec avec le soleil et le vent, ça peut être très venteux. Maintenant, les animaux malheureusement nous ont découvert au début quand c'était bien, on n'avait pas d'écureuils ou de chats, maintenant les chats et les écureuils nous ont découvert que les écureuils, c'est un petit problème là. Malheureusement,
qui mangent des choses devant notre nez. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est ça, donc d'autres photos, merci Florence. Oui, justement, donc la partie extensive que vous voyez ici en bas à droite, donc ça c'est vraiment du sédum. Ça c'est très peu d'entretien, on met un peu de fumier de poule une fois par année, puis on fait un peu de désherbage pour pas qu'il y ait d'autres plantes qui s'installent parmi les plantes terrasses, puis sinon c'est juste joli, on adore cette partie-là. Elle fleurit très bien. On a un petit problème de compost. Il faut quand même ajouter à chaque année du compost parce que la terre, c'est ça, il faut l'enrichir. Et on ne peut pas mettre un composteur sur le toit. On pourrait mettre un composteur en bas, mais de transporter le compost en haut, oui, on n'a pas le choix. On devrait acheter on a un composteur, mais notre compost n'est pas encore à point. Il faut qu'on mette ça au point. Donc, pour l'instant, on ajoute du compost. On a du compost de l'arrondissement qui nous est fourni. Donc, c'est quand même du compost local, mais elle n'est pas de très bonne qualité. Donc, on a un petit problème à résoudre encore. On a les vignes que vous voyez qui ont pris beaucoup d'ampleur, donc qui nous ont vraiment habillé notre gazebo puis la rambarde. La rambarde, c'est ça, c'est aussi une installation qu'il fallait ajouter au toit. C'était obligatoire pour la sécurité, bien sûr. C'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Voici, oui, dernière photo de notre partie pour pollinisateurs. Alors, vous voyez une sorte de fleurs, le mélilo qui était en fleurs à ce moment-là. On a des soucis, des asclépiades, on a des fines herbes, du sauge, du thym, du romarin, puis des plantes de quelques arbustes fruitiers, du cassis, des framboisiers aussi là-dedans. Donc, on aime beaucoup notre toit. Puis les pots, mais les pots géotextiles, c'est un très bel ajout pour justement les carottes, les betteraves et d'autres cultures qu'on peut ajouter si on n'a pas assez de place. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Donc, c'est ce qui faisait le tour de nos 3 présentations. Merci tout le monde pour votre écoute. On a Femke et Pascal ici présentes avec nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, je dirais peut-être de commencer par Pascal, puisqu'elle va devoir quitter peut-être 2 minutes avant 1 heure. Donc, ça serait le moment. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat également. Oui, allez-y. Jonathan, mon nom. Donc, merci, Florence. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour la présentation. C'est fort apprécié. Je travaille dans une MRC et la question que j'ai pour vous, c'est comment ça a été au niveau de toute la réglementation municipale, soit au sein d'une ville ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez dû faire face à des défis à ce niveau-là? Hormis vraiment, là, vous l'avez bien expliqué, c'est toutes la structure de base et ainsi de suite, mais là, moi, je suis vraiment dans la réglementation au municipal. Puis je sais qu'il y en a pas une de pareil, là. Pascal, puis après FMK, si vous pouvez me répondre? Oui, bien sûr. Donc, oui, en effet, au niveau de la réglementation, c'est toujours un peu un défi. C'est sûr que comme c'est un peu différent à Montréal, dans le sens que nous avons comme la ville-centre, puis après ça, il y a les arrondissements. Et souvent, tout ce qui est permis au niveau zonage, usage et tout ce qui est les demandes, c'est aussi par rapport à la construction, la transformation des espaces, ça va vraiment être une demande qu'on fait dans les arrondissements. Puis après ça, nous, le plus gros challenge, je pourrais dire, c'est de savoir en fait quel arrondissement permet quoi. Fait que c'est vraiment du cas par cas où il faut aller au comptoir des permis, faire des demandes et tout ça. Puis ça revient souvent au niveau de la ferme de faire ces demandes-là avec un accompagnement, évidemment, de la municipalité. Donc, j'ai pas vraiment comme une manière de fonctionner parce que c'est vraiment d'un arrondissement à l'autre, c'est très, très variable. Certains vont permettre l'agriculture urbaine, d'autres ne vont même pas le permettre du tout et ne veulent pas changer cette réglementation-là. Fait que ça dépend vraiment aussi de l'ouverture au niveau de la municipalité.
Et pour nous, c'est ça, nous, on était chanceux de travailler avec l'arrondissement. Donc, l'arrondissement était un partenaire dans ce projet-là au début. Donc, ça nous a facilité les choses. Puis, autrement aussi, on a eu de l'appui gouvernemental. Donc, ce côté-là, on n'a pas eu de problème. Et maintenant, même la Chine a adopté un règlement pour dire que les surfaces, les nouveaux bâtiments qui ont une surface de toit de plus de 2000 m², ils doivent mettre un toit vert. Alors, c'est même obligatoire. Donc, ça change rapidement les règlements. Excellent, merci. Oui, puis juste mentionner également qu'au sein du laboratoire sur l'agriculture urbaine, on a un service d'accompagnement municipalité. Je vois la coordonnatrice du programme qui assiste aujourd'hui, c'est Anne-Marie Bernier, mais vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des questions. Sinon, il y a une question dans le chat. Ah, Anne-Marie. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot. Ben, je peux dire un petit mot, mais en fait, je reviens vraiment à ce que Pascal a nommé. C'est vraiment du cas par cas. Puis nous, on accompagne les municipalités de façon très personnalisée, justement, en réponse à cette réalité-là. Puis les municipalités adaptent leur réglementation selon la volonté politique, mais aussi selon ce qu'on trouve sur le territoire. Ça peut être des zones un peu plus industrielles, des zones plus résidentielles, des zones plus commerciales. Donc, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment du cas par cas. Alors, je vous remercie, Femke, Pascal et Héloïse. Merci beaucoup de votre participation. Et à vous qui regardez le webinaire, je vous invite à regarder les autres webinaires, les précédents, parce que celui-ci, c'était le dernier, sur notre chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.